Résumé du livre La philosophie du succès de Napoléon Hill. Napoléon Hill est l'un des auteurs les plus influents dans l'histoire du développement personnel et de la réussite. Son œuvre n'est pas seulement un ensemble de théories, mais le fruit de plus de 20 années de recherche auprès de plus de 500 multimillionnaires autodidactes, dont Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Alexander Graham Bell et bien d'autres. Son ambition n'était pas d'écrire un simple livre, mais d'identifier les lois universelles de la réussite, applicables à toute personne prête à se discipliner mentalement et à transformer ses pensées en richesses tangibles, matérielles, professionnelles ou personnelles. La philosophie du succès repose sur une idée fondamentale. Tout commence par l'esprit. L'individu est le point de départ de sa propre ascension ou de sa propre chute, et ce qu'il accepte comme vrai dans sa pensée devient la matière première de sa destinée. Napoléon Hill démontre que la réussite n'est jamais due au hasard, mais découle d'un ensemble de principes qu'il appelle des lois. Pensée dirigée, désir brûlant, foi active, autosuggestion, maîtrise de soi, pouvoir de l'imagination, planification organisée, persévérance, pouvoir de l'esprit collectif, sublimation sexuelle, contrôle de l'inconscient, gestion de la peur et capacité à se connaître soi-même. La réussite n'est pas un miracle, mais le résultat d'une méthode. Il ne parle pas d'une réussite limitée à l'argent, mais d'un état global d'accomplissement personnel, basé sur le contrôle de ses émotions, la direction volontaire de ses pensées et l'engagement discipliné dans l'action. Le premier pilier du succès selon Hill est le désir, un désir intense, obsessionnel, structuré, clair, précis, qui devient une force psychologique, émotionnelle et créatrice. Le désir n'est pas un souhait vague, mais une volonté transformée en un but déterminé, assorti d'un plan. Ce désir doit devenir un état mental permanent, une vibration constante du cerveau. Celui qui ne désire pas intensément une chose ne la crée jamais. C'est pourquoi la majorité des gens échouent. Leur désir est faible, fragile, superficiel. Ils souhaitent, ils espèrent, mais ils ne veulent pas vraiment. Ils montrent que la différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et les autres repose sur la capacité à alimenter continuellement ce désir jusqu'à ce qu'il devienne une force intérieure irrésistible. Ce désir doit ensuite s'accompagner de la foi, c'est-à-dire la conviction absolue que l'objectif est réalisable, même si les preuves visibles ne sont pas encore présentes. La foi est un état mental qui s'auto-entretient grâce à l'autosuggestion. L'esprit croit ce qu'on lui répète souvent, avec émotion, certitude et détermination. C'est ainsi que l'on programme son subconscient. Il insiste sur un principe fondamental. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'obtenir. La foi n'est pas religieuse dans son livre, mais psychologique. Elle est une loi de l'esprit. Elle est la capacité à voir la réalisation avant la manifestation. Elle est l'acte de dire « je sais que c'est possible », même si tout semble contredire cette idée. Celui qui réussit est celui qui, dans le silence de son esprit, voit ce que les autres considèrent invisible. L'autosuggestion est le moyen d'implanter dans l'inconscient l'idée de réussite. Ce que nous répétons devient ce que nous croyons, et ce que nous croyons devient ce que nous attirons et produisons. Il explique que le cerveau fonctionne comme un émetteur-récepteur. Il capte et renvoie des vibrations mentales. L'autosuggestion est donc un mécanisme scientifique, non pas mystique, par lequel l'individu se reprogramme mentalement. Il s'agit de se répéter chaque jour, à haute voix ou intérieurement, des affirmations précises liées à son but. Celui qui se dit « je n'y arriverai jamais » transmet une commande à son subconscient qui travaillera à confirmer cet échec. Celui qui se dit « je peux, je dois, je vais » programme une autoréalisation. Le subconscient ne juge pas, il obéit. Ensuite vient le pouvoir du savoir spécialisé. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut savoir les structurer. Il affirme qu'il existe deux types de savoir, le savoir général, qui est inutile pour la réussite parce qu'il est dispersé, et le savoir spécialisé, concentré, appliqué, orienté vers un but. Le savoir académique ne garantit pas la réussite, car il n'est pas automatiquement monétisable. Ce qui crée la richesse, ce n'est pas l'information, mais l'action organisée autour d'une compétence exploitable. Un individu peut tout apprendre, mais il ne peut pas tout utiliser. Le gagnant est celui qui transforme son savoir en résultat, souvent en s'associant à d'autres intelligences complémentaires. Le pouvoir du cerveau collectif, ou mastermind, est un autre pilier majeur. Aucun grand succès ne s'obtient seul. Les plus grandes réussites proviennent de la synergie d'intelligence alignée par un but commun. Il explique que lorsque deux esprits sont en harmonie, un troisième esprit invisible se crée entre eux, une conscience supérieure, une énergie mentale amplifiée. Celui qui s'entoure de cerveaux supérieurs démultiplie sa puissance. La pauvreté résulte souvent de l'isolement, du refus de coopérer, de l'orgueil de vouloir tout faire seul. L'abondance, elle, se développe dans la coopération stratégique. La persévérance est également l'un des fondements majeurs de la philosophie de Hill. Il soutient que la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent trop vite. La réussite vient toujours après un long couloir d'échecs apparents.
Celui qui persévère finit par vaincre non pas les obstacles, mais ses propres limites mentales. L'échec n'est qu'une information, un signal de recalibrage. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, mais les plus endurants mentalement. Il rappelle que de nombreux multimillionnaires ont fait faillite plusieurs fois avant leur réussite définitive. Le commun des mortels voit la chute comme une fin. Le futur gagnant y voit un chapitre. Un autre fondement essentiel est la maîtrise de l'imagination. L'imagination créatrice est le laboratoire de la réussite. Tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été pensé dans l'esprit de quelqu'un. Celui qui ne contrôle pas son imagination la laisse être contrôlée par la peur, les influences extérieures ou les illusions. L'imagination doit devenir un instrument volontaire, utilisé pour visualiser, planifier, anticiper, inventer. Il distingue l'imagination synthétique, qui assemble l'existant, et l'imagination créatrice, qui accède à l'intuition, à l'inspiration, aux idées nouvelles. Celui qui progresse le plus n'est pas celui qui répète le passé, mais celui qui le dépasse. Le cinquième élément fondamental est la planification organisée. Sans plan précis, le désir reste un rêve. Le succès ne vient pas à ceux qui se disent « j'aimerais que les choses changent », mais à ceux qui organisent, structurent, mesurent, planifient, adaptent et recommencent. Le plan n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit exister. Il explique que la majorité échoue parce qu'elle passe plus de temps à souhaiter qu'à structurer. Le plan doit être écrit, daté, mesurable, évolutif, et il doit être soutenu par l'action. Intègre ces exercices dans ta vie dès aujourd'hui et partage tes retours d'expérience en commentaire sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun contenu transformateur. L'art de réussir, la chaîne du succès.